Allez, on regarde le Nathalie Arthaud. Arthaud basé pour quelqu'un qui pense à partir d'auteurs qui ont 100 piges. Mais parfois, c'est les classiques. Hein. L'anti-guerre, c'est le classique. Hein. Je vais mettre un 25, d'accord les gens? Je vais mettre un 25 pour qu'on puisse regarder un petit peu des trucs. Depuis plusieurs jours, certains responsables politiques appellent à la saisie des avoirs russes gelés pour financer la guerre en Ukraine. D'autres affirment au contraire qu'on ne doit pas y toucher. Comment la gauche doit-elle se positionner? Vous avez vu, c'est la position des centristes, des macronistes et tout, et à l'extrême droite et l'extrême gauche qui sont opposés. Alors pour différentes raisons, hein, bien sûr. L'extrême droite parce qu'ils sont proches des Russes et l'extrême gauche parce qu'elle respecte... Enfin, l'extrême gauche. Putain, je reprends le narratif des médias. Je voulais dire la France insoumise. La gauche France insoumise s'y oppose. Et elle, en parlant du droit international. Et Arthaud, elle a taclé la France insoumise parce qu'elle s'oppose à reprendre les avoirs, l'argent russe pour payer l'industrie militaire. En mode, eh ben voilà, les capitalistes se défendent entre eux. Et je suis en mode, oui, bon, là, c'est différent. Là, dire, Arthaud, ils étaient obligés de dire qu'ils sont contre. Ok, c'est des capitalistes, genre, on respecte le droit international parce que ça protège le droit capitaliste. Ok, mais c'était les bourgeois occidentaux qui allaient récupérer pour faire des armes. C'est pas non plus, faut aussi prendre la mesure des choses. J'ai pas compris pourquoi il veut pas prendre des sous, parce que la position de la France insoumise, c'est le respect du droit international. Voilà, c'est ça la position de la France insoumise. Et donc, si tu veux faire respecter le droit international, notamment sur la Palestine ou sur des trucs où la France ne respecte pas le droit international, les puissances occidentales ne le respectent pas, tu es obligé de le respecter de A à Z. C'est une position, pour moi, de cohérence. Je suis en compagnie de Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Merci pour votre invitation. Hier soir, Emmanuel Macron a pris la parole devant 15 millions de téléspectateurs. C'est plutôt un record. L'instabilité géopolitique mondiale semble intéresser les Français. Merci beaucoup, Jean-Loup VOD. Merci les gens, merci. On peut se demander... Il expliquait quoi hier sur Brexit? Pour le droit international, c'est ça? Mon père était clair dessus. Si on le fait, pourquoi les autres ne pourraient pas le faire contre nous aussi? Bah oui, c'est la logique de respecter le droit international, oui. S'ils craignent que le tournant de cette guerre ait des répercussions directes sur leur quotidien, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette grande audience? Oui, je pense qu'il y a d'abord... Profitez du droit international tant que ça reste. Hein. Vous avez vu que ça va disparaître. Hein. Trump, il s'en bat les couilles. Et de toute façon, on a vu que même en France, on s'en bat les couilles. Quand Rima Hassan parle à partir du droit international, on la menace de lui faire sauter sa nationalité française. Donc voilà, ça a été cool. On n'a jamais été naïf sur le droit international, mais c'était cool le temps que ça a duré, le droit international. Pour l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, une espèce d'accélération avec une atmosphère quand même clairement de plus en plus guerrière, nationaliste et donc angoissante, hein, je pense pour beaucoup. Alors c'était déjà, cette ambiance-là, évidemment, elle existe depuis 3 ans, mais là on peut dire qu'il y a un petit coup de pression supplémentaire et je pense que oui, beaucoup de gens qui s'inquiètent énormément de ces bruits de bottes qui se rapprochent une fois de plus. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous pensez que la Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe, qu'on entre dans une nouvelle ère, c'est ces expressions? Alors, je suis évidemment pas du tout d'accord avec la politique va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron. Qui est étonné? Nathalie Arthaud est opposée à la politique de Macron. Depuis 3 ans, en réalité, je dénonce cette intervention de l'Occident qui alimente cette guerre au prétexte d'aider les Ukrainiens. En réalité, on voit ce qu'il en est, puisque aujourd'hui Trump explique que maintenant il veut un retour sur investissement et qu'il est prêt à se partager l'Ukraine avec Poutine. C'est le truc qu'on a déjà répété plusieurs fois, mais l'argument de protéger l'Ukraine pour protéger la démocratie et la liberté. Quand on voit la Palestine... Voilà quoi. Donc en fait, moi, ça fait 3 ans que je dénonce cette guerre et aujourd'hui plus que jamais. Et je m'oppose bien sûr à toute augmentation des budgets militaires. Et je pense même que tous les milliards qui sont aujourd'hui engloutis... C'est une réflexion que dans le truc de psychanalyse de Deleuze sur la question, c'est pas de savoir pourquoi il y a des pauvres qui volent, mais pourquoi les pauvres ne volent tous pas. C'est ça la vraie question qu'il faudrait se poser. Là aussi, c'est... Pourquoi on est calme, quoi? Je veux dire, on n'arrête pas de galérer et tout. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et là, 800 milliards. Et même, ça veut prendre notre argent. Qu'est-ce qu'on est calme? Qu'est-ce qu'on est gentil? De rafales, de chars, de missiles, eh bien, ils devraient aller de coups d'urgence aux hôpitaux, à l'éducation, aux infrastructures qui nous manquent tant, au transport, etc., etc. Donc, voilà, moi, ce que je constate, ceux qui nous attaquent et la menace qui pèse sur le monde du travail, c'est d'abord et avant tout le chômage. Il a fallu 1 minute pour que Nathalie Arthaud nous parle du monde du travail.
C'est cette vague de licenciements, c'est cette précarité qui se généralise, c'est la difficulté de faire face à la cherté de la vie. Là, oui, on est confronté à une véritable attaque. Là, il faudrait se protéger en réalité. C'est quand Emmanuel Macron parle de la Russie comme une menace existentielle, hein, je pense que tout ça, c'est en effet une propagande. Oui, ça veut dire quoi, une menace existentielle? En fait, je ne porte pas les Russes dans mon cœur, mais de là à dire que c'est une menace existentielle pour la France, je sais pas. Pour moi, la menace existentielle, c'est en fait... C'est la bourgeoisie! La menace existentielle, c'est la bourgeoisie! C'est en fait cet ordre impérialiste, ce pouvoir du grand patronat, de quelques grandes multinationales qui est une menace, non seulement pour les travailleurs d'ici, mais pour les travailleurs du monde entier. Et que s'il y a effectivement un combat à mener, c'est contre l'ensemble de cet ordre impérialiste. Je suis en train de bander là, je vous le dis. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand elle parle comme ça, Nathalie. C'est un peu vieillot, mais je suis nostalgique d'un temps que j'ai pas connu. Ça me plaît. Ça me plaît. Dites-vous qu'il y a une époque où ces discours, c'était les discours habituels, et on était tous en mode oui. L'Europe choisit ses combats justement en décidant de mobiliser tout cet argent, toute cette voilà, tout ce qu'on a vu hier sur la guerre potentielle, parce que bon, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore nous-mêmes en guerre. Mais il y a eu un mensonge. Alors quand effectivement, y compris Macron dit que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, exactement comme Biden disait nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Hein, tout ça, c'est un mensonge. C'est un effet de style. D'ailleurs, on le voit bien, puisque dès que les États-Unis décident d'arrêter les livraisons d'armes, d'arrêter les renseignements, etc., eh bien, finalement, ils arrêtent la guerre. C'est ça la réalité. Le fait est que depuis 3 ans, cette guerre, elle est menée par la première puissance impérialiste mondiale, les États-Unis, et derrière eux, évidemment, l'Union européenne, voilà, au travers de l'OTAN. Et si elle est menée par les États-Unis et par l'Union européenne, ce n'est pas pour les beaux yeux des Ukrainiens, ce n'est pas pour les défendre. On est sur parole d'honneur ou qu'est-ce qui se passe? C'est Youssef Boussouma ou... n'est pas pour se porter au secours des paysans, des ouvriers ukrainiens. Non, pas du tout. C'est en réalité pour mettre le grappin, pour mettre finalement l'Ukraine sous leur influence. Je sais pas si elle viendrait chez nous, Nathalie Arthaud, mais peut-être, hein. Depuis finalement l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, c'est cette rivalité-là. On nous a fait croire que finalement on était confronté à l'agression d'une grande puissance contre le petit pays voisin. Mais la réalité, c'est que c'était une guerre de rivalité. Attendez, Nathalie Arthaud lâche l'Ukraine, on fait quoi là? Mais elle a jamais, déjà, je sais pas ce que ça veut dire pour toi, lâcher l'Ukraine. Et là, ce qu'elle explique, c'est que la guerre, c'est pas pour l'Ukraine en fait. La guerre, c'est des intérêts impérialistes. Après, peut-être que vous pouvez dire, nous, on est le camp de l'impérialisme occidental, donc on soutient l'impérialisme occidental. Mais vous n'avez pas demandé à Lutte ouvrière et à Nathalie Arthaud de soutenir la guerre en Ukraine quand, du point de vue marxiste, c'est, oui, une guerre inter-impérialiste, en fait. Et qu'en fait, tout le monde s'en fout de la démocratie et de tout ça. C'est-à-dire que là, si on a la paix, ils vont faire payer aux Ukrainiens. C'est en mode, allez, plan d'austérité, vous allez travailler jusqu'à 80 ans et il faut faire rembourser les armes. A évidemment poussé ses pions jusqu'à déclencher en effet l'affrontement armé. Mais nous disons depuis le début que malheureusement les Ukrainiens sont les victimes et les otages d'une guerre qui les dépasse et que nous travailleurs des grandes puissances, travailleurs d'une puissance impérialiste, alors de seconde zone, mais quand même, eh bien notre devoir c'est de dénoncer cette guerre, c'est de dénoncer ces arrière-pensées de nos propres dirigeants, c'est de ne pas marcher. D'accord, mais 20% du territoire ukrainien est occupé, il y a 1 million de morts, on fait quoi? Vas-y, dis-moi, on fait quoi, Pariston? Palestine, on fait quoi? Et Congo, on fait quoi? Et Soudan, on fait quoi? Pourquoi il n'y a que l'Ukraine qui t'intéresse? Y compris les Ukrainiens, non, ils ne seront pas sauvés par ce genre de protecteurs-là qui ne pensent qu'à une chose, c'est-à-dire à leur mettre la corde au cou. À s'enrichir, vraisemblablement. Et à s'enrichir, voilà. On l'a vu d'ailleurs en parlant d'enrichissement, en parlant d'argent. Macron a donc de grandes ambitions, là, un peu belliqueuses envers la terre entière, on ne sait pas trop. Mais il va très frontalement au clash avec la Russie dans son discours. Il est assez, voilà, il veut s'imposer comme un chef de guerre. Oui, Sam, tu forces. Par contre, il n'a pas dit il n'y a que l'Ukraine. Mais non, mais les gens, il n'y a pas besoin de dire qu'il n'y a que l'Ukraine. Il y a juste la question, on va laisser les Russes faire, mais on laisse les autres faire. On laisse tout le monde faire. On laisse même la France faire. La France, elle a des... vous êtes en mode, on va pas laisser la Russie envahir l'Ukraine, vous laissez votre propre pays mettre des bases militaires partout pour enrichir votre propre pays. Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous êtes là en mode, on va laisser faire la dictature? Votre propre pays, l'impérialisme, vous faites rien. C'est un vous et un nous, je me mets dedans. En effet, Macron s'agite, alors qu'il n'a absolument pas le poids et les moyens de changer quoi que ce soit. La réalité, c'est que ça se gère entre d'un côté Trump et l'autre. C'est vrai que la France est impérialiste envers l'Allemagne, qu'on a une base militaire en Allemagne. Tu veux dire que l'exemple de toi... Ah oui, c'est vrai, c'est comme on est impérialiste en Allemagne, on a une base en Allemagne, on est impérialiste en Allemagne. Tu veux me dire que la France n'est pas impérialiste?
Je veux dire, ton argument pour dire que la France n'est pas impérialiste, c'est de prendre au ridicule le propos des bases à l'étranger en prenant l'exemple de l'Allemagne. Arrête. De l'autre côté, Poutine. Voilà. Alors, aux grandes dames des puissances européennes, parce que justement, en fait, un de leurs problèmes, c'est d'être invité à la table. Et c'est de participer aux négociations, c'est de participer en réalité à quoi? Au dépeçage de l'Ukraine. Voilà. Vous savez, en fait, les négociations, les discussions avec Zelensky sur la reconstruction, par exemple, le marché de la reconstruction. Mais ça fait déjà même plusieurs années que ça a démarré. La France a envoyé un émissaire spécial en Ukraine pour veiller aux bonnes affaires, voir où est-ce que les trusts français pourraient avoir leur petite part du gâteau. Il y a l'histoire. C'est dégoûtant, hein, ça fait bader. Hein. Ça fait du bien de l'entendre, mais ça fait bader comment c'est pourri. Merci Kikirite. Ce qui me bouffe de l'intérieur, ce qui m'énerve le plus, ce qui me rend fou, c'est que les gens prétendent vouloir défendre l'Ukraine ou envoyer des armes à l'Ukraine pour la démocratie, pour les valeurs humaines et tout, mais c'est du pipeau, c'est de la merde. C'est que des intérêts et puis c'est tout, c'est juste ça. Un des exemples le plus parlant de ça, c'est Glucksmann. Glucksmann, il faut défendre l'Ukraine. Ah, c'est une question de valeur. Pourquoi, et place publique, pourquoi on ne vous entend pas sur la Palestine? Pourquoi là on ne vous entend pas? Pourquoi on ne vous entend pas sur le Congo? Pourquoi vous fermez vos gueules? Des terres rares. Il y a aussi ces fameuses terres fertiles d'Ukraine, c'est les terres noires qui, y compris pendant ces 3 ans, ont continué de basculer dans le giron de fonds de pension occidentaux, internationaux, etc., etc. Donc la préoccupation aujourd'hui de l'Union européenne, c'est de ne pas se retrouver sans rien. C'est ça. C'est en réalité, on est très très loin du discours qu'on nous sert, le discours face à Trump qui est cynique et brutal, qui exprime finalement tout l'impérialisme américain. Nous, les dirigeants européens veulent apparaître comme les espèces d'ultimes remparts, les quelques saints qui restent de ce monde. Ce sont nos dirigeants, n'est-ce pas? Des saints qui vont se porter au secours des opprimés. Mais ils veulent emporter depuis quand Macron, son gouvernement se préoccupe des travailleurs d'ici. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire des retraités, des ouvriers, des intérimaires, de tous ceux qui ont des chômeurs. Non, rien à faire. Dans un monde idéal, Nathalie Arthaud serait invitée dans les médias pour dire ça. Et non, on n'a que des connards dans les médias. Ça me saoule, ça me déprime. Perso, j'aimerais savoir ce qu'un décolonial aurait comme politique sur l'Ukraine et la Palestine et le Congo, parce que ignorer la question, c'est pas très satisfaisant non plus. Je pense que déjà, alors un décolonial qui arrive au pouvoir, j'imagine pas, mais c'est le non-alignement et le respect du droit international, et c'est selon la situation, tu vois. Sur la Palestine, sur le Congo et sur l'Ukraine, tu as différentes manières de résoudre le sujet, mais je pense que là, on est dans une abstraction totale, c'est-à-dire un gouvernement décolonial aujourd'hui. Mais je pense que si la France insoumise arrive au pouvoir, la ligne de Mélenchon est, dans le contexte qu'on connaît actuellement, avec les rapports de force qu'on a actuellement, avec les difficultés qu'on a actuellement, la ligne la plus claire, c'est le non-alignement et le respect du droit international. Même avec Mélenchon, on n'arrête pas de vendre des armes. Oui, non, mais moi je suis d'accord, hein. Moi, je ne suis pas en mode avec Mélenchon, mais en fait, les gens, ça, c'est aussi une vision de la politique qu'il faut aussi se mettre en tête. C'est que Mélenchon au pouvoir, la lutte, elle fera que commencer. Hein. Il faudra pousser Mélenchon encore plus. Parce que Mélenchon, il sera pris dans des contradictions. Même s'il voulait bien faire, il sera pris dans des contradictions, des rapports de force, des puissances internationales, la finance et tout, qui vont faire essayer d'échouer sa politique. Et que nous, on devra se mobiliser politiquement pour le forcer et pour lui donner, soit le forcer ou lui donner la force de continuer sa politique. C'est pas juste qu'on vend des armes, les gens. C'est qu'on est le deuxième plus grand vendeur d'armes du monde. Deuxième ex-aequo. Ok. Ils ne seront pas sauvés par ce genre de dirigeants impérialistes qui, à chaque fois qu'ils interviennent en effet pour les intérêts de leur trust. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose importante à mesurer. Moi, vous savez, j'ai trouvé insupportable toute cette propagande qui consistait à nous expliquer qu'il y a l'axe du bien. Ça, c'est insupportable. La vision capitaliste de il y a les gentils, il y a les méchants, il faut arrêter avec cette connerie. Il faut arrêter. Il y a les méchants dictateurs, il y a les gentils démocrates. Et en plus, comment tu peux continuer à tenir la ligne de il y a les méchants dictateurs et les gentils démocrates déjà quand tu as Trump qui est maintenant aux États-Unis? Ça ne tient plus. Ton truc de il y a le camp de la liberté et le camp des dictateurs, ça ne tient plus. Et même dans l'Union européenne, tu vois, il y a une dérive autoritaire. T'as Mélanie.
t'as Mélanie, t'as Orban, il faut arrêter. L'Union européenne, la France, bien sûr, toujours, hein, l'axe du mal. Hein, de l'autre côté, Poutine. Alors, Poutine, je considère en effet que c'est un régime dictatorial qui opprime de façon extrêmement dure son propre peuple, qui défend les intérêts des oligarques, qui ont pillé, qui ont volé littéralement, qui sont accaparés les entreprises. Et c'est un régime qui est détestable. La ligne de quoi ? Et que bien sûr, j'espère qu'un jour les travailleurs russes renverseront. Mais clairement, comment dire, mettre les puissances occidentales dans le rôle de grands protecteurs de la démocratie, tout ça, c'était vraiment de la mascarade. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'est la ligne PDH. La ligne PDH, la ligne qu'on tient aussi sur ce stream. Ils savent très bien qu'ils ne feront pas le poids. Ils savent très bien. Ils savent très bien que de toute façon, y compris l'armée européenne, l'autonomie stratégique européenne, tout ça, c'est du vent. C'est du vent, tout simplement parce que l'Union européenne, elle n'est pas unie. Alors moi, j'ai parlé de ma take, de l'idée que, en fait, c'est aussi pour faire, en gros, c'est pour faire accepter au niveau européen l'austérité et tout partout, tu vois, ce truc de guerre. Et je pense que c'est aussi une volonté stratégique, non pas tant de faire la guerre tout de suite, mais surtout de pouvoir s'imposer sur le champ géopolitique en mode on n'est pas n'importe qui, on a une forte armée nous aussi, pour faire le poids face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Chine. Je pense que là, les Européens, ils ont vu qu'ils étaient lâchés par les Américains et ils sont esselés. Ils savent que pour peser aussi sur les discours mondiaux, il faut être fort militairement, quoi. Merci beaucoup, Vargy, merci. Oui, et le Groenland, on rappelle que c'est européen. Hein. T'as Donald Trump qui menace de prendre un territoire européen. C'est l'OTAN, c'est les États-Unis qui mènent cette guerre, qui coordonnent les efforts de guerre, voilà, les décisions stratégiques, elles sont prises avec les dirigeants américains, voilà, et de ce point de vue-là, l'Union européenne, c'était des forces d'appoint, voilà, et ils n'ont absolument pas ni la puissance, et ils ne peuvent pas l'avoir, parce que l'Union européenne, en réalité, y compris dans ces 3 ans-là, elle s'est fait ratatiner. Il y avait une autre guerre dans la guerre. C'était la guerre commerciale entre, d'un côté, l'Union européenne et les États-Unis. En fait, les États-Unis sont les grands vainqueurs, déjà, de cette guerre. J'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le dire. Les vrais gagnants, c'est les États-Unis. C'est eux, les gagnants. Ce qui leur permet d'avoir cette posture très... Bien sûr, et c'est la puissance impérialiste dominante à tous les niveaux, voilà. Et l'Union européenne, n'a rien d'une union, justement. Nathalie Arthaud a généralement un bon discours, mais malheureusement, la position de Hello sur la Palestine n'est vraiment pas cohérente. Ils prônent la convergence des travailleurs des deux côtés. Oui, non, mais ils sont d'élus sur la Palestine, ils sont aux fraises. Hein. Comme si les travailleurs israéliens et les travailleurs palestiniens avaient exactement les mêmes intérêts directs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un colon, il y a un colonisé, donc ils n'ont pas des intérêts directs ensemble. Ils peuvent s'exciter, ils peuvent faire les conseils de guerre qu'ils veulent. Hein. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et pourquoi ne sont-ils pas d'accord ? Parce qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. Parce que c'est aussi ça, le système capitaliste. Le système capitaliste, c'est la guerre commerciale à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il n'y a pas d'alliés. Il n'y a que des concurrents, en réalité. Tout le monde lorgne. En tout cas, certains élus, là, on lorgnait récemment, c'est les avoirs russes, les fameux. On parle quand même de 235 milliards d'avoirs russes gelés. Pour l'instant, la doctrine de l'UE, c'est de n'utiliser que les profits que génèrent ces avoirs russes. Ça représente à peu près 2,5 à 3 milliards par an. Nous sommes nombreux à ne plus partager la position du gouvernement sur la saisie des avoirs russes. La donne a changé. Et avant de faire payer les Français et les Européens, faisons payer les Russes pour la sécurité de l'Ukraine. J'en peux plus d'Attal, je n'en peux plus. Tu vois qu'il a les dents qui raient le parquet. Et si c'est Attal en 2027, je quitte le pays, les gens. Je vous le dis, je quitte le pays. Et je préfère avoir Attal président que Marine Le Pen. Hein. De cette prise de position. Mais bon, cette phrase m'a fait bader, quoi. C'est déprimant de dire que je préfère avoir Gabriel Attal président que Marine Le Pen. C'est une façon de faire diversion et de nous faire croire que finalement, ce ne sera pas à nous de payer. Mais bien sûr que si, ce sera à nous de payer. Parce que même si vous voulez, de toute façon, l'Union européenne et la France n'a pas du tout les moyens de son ambition, c'est-à-dire de jouer dans la cour des grands et de... Bah oui, c'est ça qui est pathétique. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre taré de Medvedev, comment il s'appelle, tu sais, l'ancien président russe, Dimitri Medvedev, non, comment on dit, qui est complètement taré sur les réseaux. Il avait dit... C'est Macron, on s'en fout, en 2027, il disparaît. Medvedev, merci Medvedev. Et je pense qu'au fond, les sentiments russes, c'est un peu ça, ça dégage. Genre la France, ça fait pas le poids.
Je pense qu'il y a un peu, je pense que la France ne se rend pas compte comment, au niveau international, on pèse plus grand-chose et qu'on doit paraître un peu ridicule à vouloir jouer les grands. Après, on a l'arme nucléaire, c'est quand même ça. Hein. Ils ont augmenté, comme vous l'avez dit, le budget militaire. Ils veulent l'augmenter encore de façon considérable. Et tout ça, c'est des milliards et des milliards qui prendront dans notre poche. 50 milliards Voilà. là pour le budget actuel et volonté de 268. Ils veulent trouver au moins 30 milliards Oui, à c'est assez ça, court terme. Hein, et c'est déjà une multiplication par 2 en 10 ans du budget militaire. Ouais. Donc c'est énormément, effectivement, Oui, énormément 68 à d'argent. l'horizon 2030, c'est ça. Et c'est évident que de toute façon, ça va être un rouleau compresseur hein, pour nous imposer de nouveaux sacrifices. Cela dit, économiquement, la Russie est vraiment en dessous de la France. Donc bon, oui, mais la Russie, en fait, la Russie, c'est un impérialisme particulier. On en avait parlé dimanche parce que la Russie, oui, niveau économique, c'est pas ouf. Mais niveau militaire, elle repose sur l'industrie militaire de l'URSS et tout qu'elle a continué à investir. C'est une dinguerie au niveau militaire, rien qu'au niveau des armes nucléaires. La Russie, comme les États-Unis, ça peut détruire la planète, quoi. Voilà, tout seul, ils peuvent décider de détruire la planète. Je suis tellement matrixé par Civilisation, le jeu, que à chaque fois que je vois la Russie et que vous parlez des matières premières, je vois la Russie et je vois en haut du pétrole et de l'uranium. Tu sais, les petits logos pétrole, je vois ça sur le nord de la Russie. On m'a dit qu'il fallait attendre les mises à jour pour Civilisation 7. Peut-être qu'ils n'augmenteront pas les impôts, mais peut-être qu'ils demanderont aux gens de travailler un jour de plus, hein, comme vous avez expliqué, 7 heures de plus par an, 7 heures gratuits, hein, qu'est-ce que c'est, etc. La fameuse position du MEDEF sur... Oui, ça va être petit à petit, c'est à chaque fois petit à petit. On va se dire, oui, bon, bah c'est pas grand-chose de rajouter ça, de rajouter ça, de rajouter ça. Oui, le patron du MEDEF qui a dit, ah, mais le Danemark, pour faire l'effort de guerre, ils vont travailler jusqu'à 70 ans. Bah tiens ton effort de guerre, tiens. Avec votre politique, on va pas travailler jusqu'à 70 ans, ça c'est sûr. Donc tout ça, ce ne sera pas de l'argent magique, c'est une évidence que ce sera de l'argent qu'ils vont nous demander de suer. Voilà, ce sera des efforts supplémentaires, des sacrifices supplémentaires. Et encore une fois, ce sera autant d'argent qui manquera aussi aux hôpitaux, qui manquera à la transition énergétique, qui manquera à l'éducation, au transport. Oui. Donc oui, ça c'est une vérité. Là, il y a déjà une guerre, là. C'est une guerre sociale qui va être menée contre nous. Dis bien, il y a la guerre contre le prolétariat mondial. C'est ça qu'il faut dire. Moi, j'imagine que dès qu'il va y avoir des revendications salariales ou pour les conditions de travail dans n'importe quelle entreprise, eh bien, on va s'entendre dire mais enfin, ce n'est pas possible. C'est la guerre, c'est l'économie de guerre. Hein. Il faut que chacun fasse des sacrifices. Les revendications doivent être mises à... Ça va être ça. Et moi, le plus horrible là-dedans, c'est que tu vas avoir des Ruffins et tout qui vont dire oui, c'est vrai, l'unité. Le Fort, le Parti Socialiste, là, Olivier Faure, qui est toujours d'accord. Non, mais moi, je pense qu'il faut s'opposer avec Macron. Mais là, je suis encore d'accord. Encore une fois, je suis encore d'accord, là. Quelles que soient les perspectives là, de partir en guerre ou de paix en Ukraine, de toute façon, c'est quand même un moyen de faire serrer les rangs derrière lui. C'est un moyen de faire taire les revendications des travailleurs et de leur imposer les sacrifices. Donc ça, il faut en être tout à fait conscient, déjà. Après, l'avantage qu'on a par rapport à la propagande de guerre des années 30 et tout, c'est que je trouve qu'on a beaucoup plus de moyens, avec Internet et tout, de faire propager un contre-discours. Mais bon, peut-être qu'après, ils vont aussi nous bloquer ça. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça va couper Internet. Mais j'ai quand même l'impression que ce qui va nous sauver, c'est que le RN est premier et que les élus RN, ils sont pro-russes. Voilà, c'est bon. Je vais voter RN, en fait, en 2027. Notez que je suis persuadé que le RN peut gagner en 2027 avec un discours « Nous, c'est la paix ». Comme a fait Trump. Clippé, on est quel jour ? Le 7 mars 2025. C'est interdit par le droit international et blablabla et blablabla. Mais moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'il s'arrête devant la propriété privée capitaliste. Oui. C'est ça qui les gêne, au fond. Ce qui les gêne, au fond, c'est d'aller confisquer de la propriété privée. Et pourquoi ? Oui, mais là où je suis pas d'accord avec elle, c'est qu'ils vont confisquer de la propriété privée pour les bourgeois occidentaux. Je suis d'accord qu'ils vont s'arrêter là. Mais si la bourgeoisie occidentale décide de t'attaquer la propriété privée des Russes, c'est les bourgeois qui vont le faire, c'est pas nous. Tu vois, là où il y a une contradiction dans son discours. En fait, dans la concurrence, c'est juste des bourgeois qui vont se battre entre eux sur leur propriété privée et nous, on va rien avoir, tu vois, ça va pas ruisseler. Ils veulent nous mettre dans la tête que tout ça, c'est intouchable. Voilà, que la propriété privée... Ah d'accord, je comprends son discours. Même si je suis, bon, oui, dans l'absolu, oui, mais je pense que tu peux quand même dire qu'il n'y a pas à saisir les avoirs pour respecter le droit international pour pouvoir après jouer sur ta logique j'ai été cohérent sur le droit international. Un capitaliste, parce que là on parle, y compris de la fortune d'oligarques, voilà, ceux qui ont les moyens de placer de l'argent en quantité, eh bien ça c'est intouchable. Ça, ce n'est pas possible. Il faut se l'enlever de l'esprit, vous voyez. C'est aussi une pression politique à ce niveau-là. Tout le reste, c'est possible. Faire des centaines de milliers de morts, mutiler à vie, alors là, il n'y a pas de problème. Mais ça, non. J'ai toujours trouvé ça bizarre, les droits autour de la guerre et tout. C'est vrai que je suis en mode, oui, bon, au final, on tue quand même des gens, quoi.
Mais attention, faut les tuer correctement, hein, s'il vous plaît. Parce qu'en effet, y compris cet argent-là, il y a bien plus de chances qu'il serve à ce qu'ils appellent la reconstruction, c'est-à-dire ça retournera dans les coffres-forts des phages, de ceux qui ont été choisis pour le réseau numérique, la téléphonie, l'infrastructure, etc. La déconstruction, dans les caisses, et dans les arts. dans les caisses des capitalistes, encore une fois de plus. Oui. Plus j'écoute Nathalie Arthaud, plus je me dis, mais il faut tout niquer, en fait. Pourquoi Venez, on sort et on nique tout. Est-ce que je peux me faire bannir de Twitch pour avoir dit ça? Sur Roblox, c'est quoi? Je vous ai posé quoi comme question? Pourquoi vous me dites sur Roblox? C'est quoi la question que je vous ai posée, les gens? J'ai complètement oublié. Ah, d'accord, oui, sur Roblox. Ok, oui, sur Roblox. Bah oui, Roblox. Bah bien sûr, dans le jeu. On fait le passage et les filles et on se casse, ok, les gens? Du PS et des Verts, qui sont va-t-en-guerre. De façon, voilà, c'est vraiment... c'est les pires, le PS et les Verts, c'est les pires. Et je suis en mode, les Verts, réveillez-vous. Voilà. Ils font la propagande de Macron. Ils font la propagande... Allô? Les Verts? Allô? Glucksmann, en particulier, continue, s'évertue à faire croire que cette guerre, c'est pour la liberté des Ukrainiens, c'est pour la démocratie. Le pire du pire. Glucksmann, je te hais. Je te hais. Ce qui est complètement faux. Voilà, ils s'en moquent, encore une fois, complètement. De la même façon que quand la France elle intervenait en Afrique, c'était pas pour la liberté et la démocratie. Pas de la Palestine. Et ce n'était pas pour la prospérité du peuple africain. Parce que l'armée française est intervenue combien de fois en Afrique? Et pour quelle... Dis bien, Nathalie Arthaud, c'est notre sœur. C'est notre sœur de race, Nathalie Arthaud. Au fond, à l'arabe, Nathalie Arthaud. Un bon petit voile, ça lui irait bien. T'es la sœur. Mais elle a raison à 100%, les gens. Je suis totalement d'accord. Voilà, moi, je pense que, y compris le Parti Socialiste et les Verts, là, aujourd'hui, eh bien, effectivement, ils jouent vraiment avec eux, si vous voulez. C'est exactement comme les socialistes, finalement, pendant la Première Guerre mondiale, qui se sont alignés et qui ont demandé aux... Mais les Verts, et c'est pas seulement en France, ils sont ultra-atlantistes. Et je me demande d'où ça vient. Pourquoi les Verts en Europe, ils sont autant atlantistes? Je ne comprends pas. Mais je pense que la seule explication, ça doit être relié avec leur classe sociale, quoi. C'est la classe moyenne supérieure, européiste et à fond atlantiste. C'est ça la seule solution. C'est ça la seule réponse. Oui, voilà, c'est des libéraux, classe moyenne supérieure et voilà, quoi. Tout ça pour qu'à la fin de cette guerre, après 10 millions de morts, eh bien, dans le monde du travail, on se rend compte que finalement, cette guerre, elle avait été faite pour les capitalistes. À l'issue de cette guerre, il y avait eu cette phrase fameuse d'Anatole France, qui avait dénoncé cette boucherie-là, qui avait expliqué qu'on croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels. Ouais. Voilà. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais moi, mourir pour Macron, c'est non. Eh bien, n'empêche qu'aujourd'hui encore, on a des va-t-en-guerre qui se prétendent de gauche. Ça, c'est insupportable. Ça, les gens, je comprends pas pourquoi ça, c'est pas une dinguerie. Pourquoi on pète pas plus des câbles sur Europe Écologie Les Verts qui est va-t-en-guerre? Je ne comprends pas pourquoi on est si calme. Pourquoi il n'y a pas de... On doit cancel Europe Écologie Les Verts, c'est une folie. La France insoumise a une seule boussole dans la question internationale, c'est le droit international. Le droit international interdit la confiscation de ses avoirs. Donc nous sommes opposés à la confiscation de ces avoirs. Et j'ai cru comprendre que le gouvernement... De ses avoirs, il a dit? La confiscation de ses avoirs? À la confiscation de ses avoirs. Mais qu'est-ce qui... c'est bon, on a assez de problèmes. D'où il veut nous confisquer? Ça veut confisquer les avoirs. Allez, c'est bon, je me casse, salut. C'était ça le cancel dont il parlait, Dany Heraz. Mais le droit international, il a été fait précisément par les pays les plus puissants. Oui, non, mais d'accord, on est d'accord. Dans l'absolu, on est d'accord, Nathalie. Mais c'est là où je suis... En fait, c'est facile d'avoir cette position quand t'es lutte ouvrière et que tu fais 3%. On est d'accord dans l'absolu. Mais t'es obligé de faire avec les contradictions. Oui, c'est... Mais les gens, tu peux le rappeler en disant... Je comprends aussi la position de la France insoumise. Toi, il faut être honnête. Je veux dire, moi, je suis d'accord avec elle que le droit international, c'est un truc de bourgeois, de pays occidentaux, mais que dans le contexte actuel, avec les rapports de force actuels, et pour un parti qui a la prétention à prendre le pouvoir et qui est le seul capable à gauche de prendre le pouvoir, c'est une position qui est acceptable et qui est tenable parce qu'on n'a pas d'autre choix. Voilà. Il a été élaboré par l'impérialisme. Si on n'est pas prêt à aller à l'encontre à un moment donné du droit international, on ne se libérera jamais de nos chaînes. On ne se libérera jamais. Ouais, mais c'est comme les gens qui sont en mode arrêtez de parler d'augmentation des salaires. En fait, il faut plus qu'on ait de salaire, il faut qu'il y ait plus de travail. Oui, d'accord, oui, je sais, mais vas-y. Va dire aux gens. Déjà que juste ce discours sur augmentation des salaires, ils ont du mal. Mais alors, va dire aux normies en mode, en fait, il faut plus de travail.
Bonne chance, vas-y, fais ta petite propagande, vas-y. Oui, non, mais c'est toujours bien de le rappeler. Mais là, moi, le problème, c'est pas qu'elle le rappelle, c'est de dire aussi, de montrer aussi les contradictions dans lesquelles sont la France insoumise, d'être honnête, quoi, d'être honnête sur le truc. Mais c'est comme les prisons, les gens. Nous, on est pour la fin des prisons, mais c'est pas pour autant que je vais m'attaquer à ceux qui veulent aussi améliorer le sort des prisonniers. Les prisonniers, même d'ailleurs, ils disent oui, d'accord, oui, si vous voulez la fin des prisons, mais il faut quand même déjà la priorité là, et le truc le plus accessible avant la fin des prisons, c'est d'améliorer aussi le sort des gens qui sont en prison. Et il faut pas dire à ceux qui travaillent pour améliorer le sort des gens qui sont en prison en mode non, c'est bon, faut arrêter les prisons. Oui, dans l'absolu, on est d'accord. Mais là, il y a une urgence déjà, c'est qu'il y a des gens qui souffrent en prison et que ça sera pour l'instant inatteignable dans le contexte actuel d'arrêter les prisons et que déjà là, ce qu'on peut faire en plus sur le long terme de vouloir l'abolition des prisons, c'est d'améliorer le sort des gens qui sont en prison. Moi, encore une fois, je dis, moi, je suis pas, justement, je me pose pas la question là des avoirs russes. Hein, mais sur le fond, moi, mon combat de communiste révolutionnaire, c'est de confisquer les avoirs des capitalistes de la planète tout entière. De la planète tout entière. Voilà. Oui. Moi, je pense que, en effet, il faut. Mais c'est pas seulement une boutade. Moi, je pense vraiment que si on veut en finir avec toutes ces guerres, il faut préparer la révolution. On a quand même vécu déjà 2 guerres mondiales. Et combien d'autres guerres? Oui, il a l'air d'être plutôt ouvert à l'idée des guerres, en tout cas avec ses envies de prendre le Panama, enfin le canal du Panama, le Canada, pourquoi pas le Groenland. Enfin bon, il a l'air. Et surtout, on est plutôt bien parti là. Et surtout, c'est l'affrontement avec la Chine, son problème. Son problème, c'est là. Oui, c'est vrai que les Ricains, on le rappelle, les Ricains s'en bat les couilles maintenant de l'Ukraine et qu'ils peuvent faire du commerce avec la Russie, et que les vrais concurrents, c'est la Chine. Hein. Et la Chine, vous avez vu le move qu'ils font, c'est le move que je vous avais dit la dernière fois. La Chine, le move qu'ils font, c'est en mode vous avez vu les États-Unis qui respectent plus le droit international? Eh ben nous, on va prendre le lead et on est pour le droit international. Alors moi, je n'y crois pas totalement. Je suis en mode oui, bon, droit international, voilà quoi. Mais c'est un peu leur move en mode avec nous, vous aurez un autre ordre mondial plus égalitaire, enfin plus juste. Hein. Après, c'est faire de leur part, hein. C'est faire aux Chinois de jouer ça. Hein. Je suis oui. Si vous voulez, la guerre, elle est congénitale. Au capitalisme et à l'ordre impérialiste. Et pour s'en débarrasser, on n'aura pas d'autre choix que de se débarrasser du capitalisme, c'est-à-dire d'en finir avec cette domination des capitaux d'une poignée de privilégiés, d'en finir avec cette classe capitaliste. Et comment on peut vraiment en finir avec le capitalisme? Il n'y a pas d'autre moyen que d'exproprier la grande bourgeoisie. C'est les perspectives communistes, révolutionnaires. Oui. Sinon, on peut se dire anticapitaliste. Mais un anticapitaliste qui va respecter le droit international ne va vraiment pas aller très loin. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, en Palestine, et on est dans un exemple. Écoutez, c'est sur ça que je vais arrêter le stream. On est d'accord. Moi, je suis d'accord sur le fond avec Nathalie Arthaud, mais je pense que je suis un peu plus en mode oui, ça c'est sur le long terme, quoi. Mais voilà, c'est ça, exactement, au Collins. Mais du point de vue matérialiste, comment on s'y prend, voilà, il y a entre le dire et le faire, quoi. Et ça me semble difficile, et oui, peut-être que pour les gens je vais être étapiste ou que sais-je, voilà quoi. Bref, quand même soutien à toi Nathalie Arthaud, vive Nathalie Arthaud, on veut plus de Nathalie Arthaud dans les médias, même si je suis pas totalement d'accord, c'est quand même un plaisir d'avoir comme désaccord ça. Je veux dire, si dans les médias le désaccord que j'avais avec quelqu'un c'est en mode on peut pas faire ça tout de suite, on peut pas exproprier tout de suite, ça serait quand même cool, hein. Ça serait quand même pas mal. Allez, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci les gens. Salut tout le monde. Bisous, bisous, bisous.